Deux invités en plateau avec nous pendant cette demi-heure pour évoquer les sujets macro et de marché du moment. Stanislas de Baillancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonjour et bienvenue Stanislas. Bonjour. Et Jean-Jacques Ohana, avec nous également en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Jean-Jacques, dans le sillage du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars qui a été publié hier. La question est, est-ce que la Fed a remporté la bataille contre l'inflation ? Alors, il est de bon ton de le dire. Je rappelle que l'inflation globale était à 9% en annuel sur une année glissante en 2022, mi-2022, et qu'aujourd'hui on est à 5%. Et donc, quand on observe la dynamique de l'inflation sur les derniers mois, en fait, il est de bon ton de dire que ça y est, on a gagné. Il y a certains indicateurs qui peuvent l'étayer. Je vais les parcourir un peu pour finalement comprendre cette thèse. On a vaincu l'inflation. Le deuxième indicateur qu'on pourrait voir aussi, c'est que certes, l'inflation cœur ralentit moins, elle est un peu plus élevée, elle est un peu plus persistante, mais elle est à 5,9. Donc là aussi, on a un ralentissement. Et puis 5,6, je crois. Oui, tout à fait. Non, mais on en est à chercher quand même les dixièmes aujourd'hui. Donc Exactement, on en est là. Et puis, on a d'autres indicateurs comme la baisse des agrégats monétaires. Par exemple, l'indicateur M2 d'agrégat monétaire à peu près, pas tout à fait global, mais assez global aux États-Unis, est à moins 2,5 sur une année glissante. C'est le plus bas niveau depuis l'après-guerre. Et donc, cela reflète aussi le fait que finalement, les banques commerciales américaines ont été touchées par l'alerte de crise financière qu'on a connue début mars, avec les faillites simultanées de deux banques américaines, SVB, Signature Bank, plus la faillite et le sauvetage en fait, de ces banques et des déposants, mais le sauvetage de Crédit Suisse en Europe. Et bien finalement, cette alerte de crise financière augure d'un resserrement du crédit. Donc le resserrement du crédit, la baisse des agrégats monétaires, la baisse de l'inflation récente sur les derniers mois, laissent penser que qu'on a gagné, que les banques centrales, et notamment la Fed, qui est peut-être précurseur dans le cycle par rapport à la Banque centrale européenne, ont gagné leur lutte contre l'inflation. Et puis, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, on peut regarder l'antithèse de ce constat, et finalement de voir qu'il y a des indicateurs qui nous laissent penser que l'inflation pourrait durer, pourrait s'inscrire dans la durée et non pas revenir facilement à 2%. Le premier indicateur, c'est finalement les matières premières. Et là-dessus, on voyait que l'or, les métaux précieux étaient repartis à la hausse, qui finalement nous disent que les banques centrales peut-être arrivent en fin de cycle sur la hausse de taux. Je parle principalement de la Réserve fédérale. Sur la BCE, c'est un peu moins le cas. Mais sur la Réserve fédérale, on va dire qu'ils sont en avance et finalement, ils auraient été au terme de leur resserrement monétaire. Eh bien, compte tenu de ce constat, c'est ce qu'on voit, c'est la hausse des métaux précieux, l'or au-dessus de $2000, la hausse aussi de d'autres métaux précieux. Et puis on pourrait même parler, dans un contexte plus général, de la hausse des autres monnaies alternatives, le Bitcoin aussi, qui est à $30 000, qui est revenu, et qui s'inscrit dans une défiance géopolitique pour le dollar, j'allais dire. Et de manière générale pour les devises fiduciaires, c'est-à-dire une recherche d'alternatives. Donc on ne va pas développer ce constat, mais il est important. Oui. Et le bond de l'or ou des cryptos et du Bitcoin coïncide effectivement parfaitement avec l'accident SVB. Est-ce que ça a déclenché comme anticipation d'un statu quo ou d'une pause imminente de la Réserve fédérale américaine ? Donc il y a l'argument monétaire, premier argument. Deuxième argument, il y a l'argument des matières premières sur le physique. Et là, il y a eu un tournant, c'est la décision de l'OPEP+, de réduire sa production de 1 million de barils jour. Ça a permis au pétrole de regagner $10 à peu près, dans toute la séquence, puisqu'on n'était pas loin finalement de casser des niveaux vraiment techniques préoccupants sur le pétrole, qui étaient finalement
concomitant avec ce qu'on connaît des autres récessions, c'est-à-dire le pétrole, comme en 2008. En fait, le pétrole, finalement, part en bear market et dans un scénario très déflationniste. Eh bien, on vient d'écarter ce scénario puisque, finalement, dans cette politique non coopérative, on peut la qualifier comme telle, eh bien, finalement, on a le pétrole qui revient pas loin des $90. En Europe, le Brent est à $88. Et au-delà même du pétrole, on peut dire que finalement les métaux de base résistent bien. On voit que le cuivre se comporte pas trop mal. On voit que les matières premières agricoles n'ont pas fini leur marché haussier. Je pense notamment au soja, qui est assez précurseur. Et donc si on met dans une perspective l'ensemble des matières premières, je mets le gaz naturel de côté, qui est un cas vraiment particulier, eh bien finalement, on a un scénario qui est plutôt haussier, un alignement des planètes plutôt favorable à l'ensemble des matières premières sur le physique. Donc ça, c'est le deuxième argument, l'argument des matières premières, l'argument physique. Et finalement, le troisième argument, c'est de dire que de regarder ce qui se passe sur le marché de l'inflation, des obligations indexées sur l'inflation. Et là encore, on a le 5 ans dans 5 ans, qui est l'inflation à long terme anticipée par le marché, qui reste élevée, et qui n'a pas récédé malgré les indicateurs économiques plutôt encourageants. Ce qui veut dire que finalement, les anticipations du marché s'ancrent sur une inflation largement, sur le long terme, largement supérieure à 2. On va dire que l'inflation long terme, elle est plutôt 3 que 2. Dit autrement, une majorité d'investisseurs pensent que la Fed n'ira pas jusqu'à ramener l'inflation à 2% strictement, comme elle le laisse entendre aujourd'hui. C'est probablement le message que nous envoient les marchés monétaires, comme les devises alternatives, l'or, le bitcoin, également les marchés de matières premières. C'est que finalement les banques centrales n'ont pas gagné leur bataille contre l'inflation. Les banques centrales sont confrontées à un trilemme d'incompatibilité qu'on va décrire et qui est complexe à résoudre. Le premier objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Le deuxième objectif, c'est finalement réussir à obtenir un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. Donc pas une récession forte, mais une récession douce. Et le troisième objectif, c'est assurer la stabilité financière. Et on a vu que cet objectif était important. Finalement, les faillites successives... Il n'y a pas de stabilité des prix sans stabilité financière. Absolument, absolument. Et on voit que c'est un trilemme d'incompatibilité, qu'elles devront sacrifier un des deux objectifs. C'est l'inflation ou la croissance. Et maintenant, ils sont dos au mur. C'est ça, finalement, le message de l'or sur les marchés. C'est que les banques centrales sont dos au mur, ça va être l'un des deux objectifs va être sacrifié. Et le marché semble parier finalement sur le sacrifice de l'inflation au bénéfice d'une croissance un peu plus élevée que celle qui aurait été obtenue en allant jusqu'au bout finalement de l'objectif de la lutte contre l'inflation. Parce que le marché imagine que c'est la meilleure option possible, que c'est la manière optimale de résoudre ce triangle d'incompatibilité. Une inflation qui serait peut-être 3% autour, plutôt que 2%. C'est le principe de réalité. Mais pas supérieur à 4%. Ce qui s'est passé finalement quand il y a eu les faillites successives américaines, puis le sauvetage de Crédit Suisse, c'est qu'on a eu une réinjection monétaire des banques centrales et surtout de la Fed. Et on a vu les bilans de la Fed réaugmenter de manière vraiment significative. Parce que les banques venaient demander de la liquidité. Absolument, absolument. Je sais que les conséquences sont les mêmes, que le gonflement du bilan laisse penser que ça peut être... C'est pas l'intention d'un QI, mais le résultat est le même. Voilà, le résultat est le même. Et c'est ça qu'il faut retenir finalement. Et c'est ce que le marché des métaux précieux ont retenu. C'est que finalement, le principe de réalité amène les banques centrales à sacrifier un objectif du trilemme, à savoir la lutte contre l'inflation. Alors, cependant, le marché obligataire, qui a des anticipations de baisse de taux
extrêmement ambitieuse, j'allais dire, aux États-Unis, pour l'année qui vient, même en Europe, avec des inversions de courbes qui sont vraiment très importantes. Aux États-Unis, on est sur une inversion de courbe qui est à peu près, en tout cas sur le court terme, qu'on n'a pas vu depuis 40 ans, eh bien, sont ambitieuses, sont trop ambitieuses. C'est-à-dire que les banques centrales seront amenées finalement à ajuster à des petits ajustements monétaires de 25 points de base, des petits réglages monétaires, mais aujourd'hui ne pourront pas baisser les taux. On ne renversera pas les hausses de taux. Absolument pas. C'est ce que nous dit aussi finalement, c'est ce que nous disent les indicateurs de baisse du dollar aujourd'hui, de défiance sur le dollar et de hausse des matières premières. Pour conclure et avant de passer la parole à Stanislas dans la deuxième séquence, est-ce que c'est pas le scénario le plus market positif possible ? Alors à court terme, oui. À court terme, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les marchés boursiers. Finalement, on voit des marchés boursiers qui, de manière, c'est vrai, pour l'instant, de manière disparate, applaudissent ce scénario. Vous l'avez rappelé avec un CAC 40 qui est en tête de toutes les bourses mondiales, et notamment européennes, avec les marchés européens qui sont leaders, une fois n'est pas coutume. Des marchés dollarisés qui s'en sortent bien, tout simplement parce que la baisse du dollar les favorise. Et donc on pourrait avoir finalement un bon comportement des marchés émergents, au moins en devise dollar, du fait de la baisse du dollar. Et puis finalement une reflation des actifs qui provient de l'impulsion des matières premières. Donc oui, à court terme, un scénario plutôt favorable aux actifs risqués, avec cependant des alertes sur l'immobilier, sur les actifs illiquides, peut-être aussi sur les crédits bancaires qui resteront à surveiller et qui ne manqueront pas d'intervenir, mais de manière différée. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure.